Et donc voilà, là j'ai le plaisir d'accueillir Domino's Pizza France avec son PDG, Andrew Bradley. Et je vous demande de l'applaudir très fort. Et il sera accompagné par Nicolas. Super, merci beaucoup. Merci Andrew d'être parmi nous aujourd'hui. Effectivement, l'heure du repas se rapproche et on va sortir un peu de la grande distribution, même si tous les clients de Domino's sont certainement les clients de Carrefour, de Leclerc, d'Intermarché. Peut-être pour démarrer, Andrew, te présenter qui tu es, Oui. ton parcours, d'où tu nous viens. Merci Nicolas. Bonjour à tout le monde et merci pour l'invitation. On est toujours content de venir parler de Domino's et notre métier qui nous passionne. Donc, comme vous pouvez entendre, j'ai un bon accent lyonnais. J'habite à Lyon. Je n'ose pas vous dire depuis combien de temps j'habite en France. J'ai aussi habité en Suisse. J'étais client chez Migros aussi. Donc voilà. Anglais d'origine, mais ça fait très longtemps que je suis en France. Avant de commencer avec Domino's, j'ai travaillé 20 ans chez Nestlé. Donc j'habitais à Vevey, en Suisse, pendant 7 ans. Et à mi-carrière, j'ai décidé que je vendais entre autres les pizzas surgelées, Findus en France à l'époque. Et j'ai décidé de faire une deuxième carrière. Et vu mon expérience, j'ai vécu aux États-Unis, je connaissais Domino's Pizza. Et à l'époque, Domino's Pizza en France, j'ai ouvert en 2004, ce qui a été le 64e Domino's Pizza en France. Et il n'y aurait personne ici si quelqu'un avait dit que Domino's venait parler parce que personne ne savait ce que c'était Domino's. Et donc, j'ai fait le voyage jusque-là. J'étais franchisé à Lyon. J'ai travaillé 2 fois au siège, une première fois en 2008-2010 et puis depuis 4 ans dans mon rôle actuel. Entre-temps, j'avais 8 magasins à Lyon. Et donc, voilà, j'ai l'expérience à la fois de franchisé et du siège. Et donc, j'essaie d'amener ce que j'ai appliqué quand j'étais franchisé à ce qu'on fait au siège au niveau réseau. Donc, voilà. Tu as encore tes 8 magasins, du coup, ou tu les gères plus directement? Moi, j'ai eu 8 magasins directement que j'étais obligé de vendre parce qu'on ne peut pas être franchisé et CEO. Donc, je les ai lâchés, mais je garde un œil dessus. Et les premiers chiffres que je regarde chaque matin, c'est mes magasins à moi, pour voir s'ils font le job ou pas. Donc, aujourd'hui, on s'approche de nos 500 magasins en France, mais on est 500 pizzerias locales. Et vous, de l'extérieur, vous nous voyez comme la grosse marque internationale, mais notre état d'esprit est d'être le commerçant du coin, et d'où l'importance de notre relation avec les clients, bien sûr. On va en parler effectivement. Vous noterez qu'on parle de magasins chez Domino's et pas de restaurants. Ça m'avait Oui, frappé. les magasins. Nous sommes à l'origine un service de livraison. Il y a 62 ans, 63 ans maintenant, aux États-Unis, un certain monsieur Tom Monahan a livré pour la première fois des pizzas. Et ça a commencé là. Et donc, une guerre acharnée avec Pizza Hut, je crois, à ce moment-là. C'était oui, après, ça a devenu un petit peu tendu avec eux, pour le dire. Mais et c'est intéressant parce qu'il a décidé que le service client était vraiment le point gagnant dans ce métier qui n'existait pas à l'époque. Hein. Et donc, il voulait toujours livrer en moins de 30 minutes, sur l'idée que l'estomac était patient pour à peu près 30 minutes. Donc, quand on commandait, on avait faim, on était prêt à attendre maxi 30 minutes, mais pas plus. Et il avait 2 ou 3 choses qu'il disait, vous pouvez le voir dans ses livres. Et donc, une des premières choses, et on apprend quand on arrive chez Domino's, et j'ai eu la chance de rencontrer M. Monahan, qui 2 ou 3 fois, qui est maintenant un monsieur un peu âgé. Et il disait never lose a customer, jamais perdre un client. Et il raconte encore avec beaucoup de simplicité. On a mangé une fois à la Tour Eiffel à côté ici. Et il dit, tu vois, si tu ne perds jamais un client, ton business peut faire que ça. Et puis là, je dis, je sais, c'est simple à dire, mais c'est difficile à faire. Et donc, on prêche toujours le mot de M. Monahan sur cette importance de ne jamais perdre un client.
Et si je fais un rebond sur la conférence d'avant avec Rami, où il parlait de la culture, du coup ça démarre de là. Hein. Si dans l'ADN, dans les gènes de l'entreprise, il y a la satisfaction client, forcément ça se diffuse. Mais ça c'était en 1960, c'est ça? Il y a 63 ans maintenant. Okay. Et ça reste du coup aujourd'hui un leitmotiv et un ADN fort. Oui. Alors, on ne réussit pas toujours, on reviendra. Mais oui, et c'est vraiment... on a tellement de choix. Vous pouvez sortir d'ici, dans le kilomètre autour, il y a peut-être 25 endroits pour acheter une pizza emportée. Hein? Alors, il faut donner une raison de venir chez nous. Il faut passer devant les autres pour arriver jusque chez nous. Et ça, c'est la bataille. On a la chance, on est dans un marché qui est énorme en France, deuxième marché de pizza au monde par tête. Donc les gens pensent que c'est les Italiens ou autres, mais je suis désolé s'il y a des Italiens ici, mais ils mangent que la moitié de ce qu'on mange ici. Donc voilà, c'est dit. Donc marché très important, mais qui dit beaucoup de concurrence, et donc il faut se différencier, il faut gagner dans cette bataille-là. Ouais, donc on dit donc c'est un réseau 100% franchisé, ouais. qui... Alors, non, oui. Peut-être pas. 95%, mais 95%. On ne va pas se battre pour 5. Ouais. Okay. Soyons précis. 95% de magasins du coup franchisés. C'est un réseau qui croît aujourd'hui. Il y a de plus en plus au sein de Domino's. Oui, c'est donc c'est dans notre choix d'aller faire les affaires, c'est de passer par les franchisés. Il y a sans doute les gens ici peut-être qui travaillent avec les réseaux franchisés. Parce que dans le fond, il y a cette croyance dans le commerce local. Et d'essayer de gérer ça depuis un siège à Paris, et puis pour aller dans des villages ou des petites villes en Bretagne ou dans le sud, etc., on est mal placé pour avoir ce contact tous les jours avec les clients. Donc, on a des entrepreneurs en local qui ont ce contact avec le client, et c'est par ça qu'on développe le business. Et on pense que c'est le modèle le plus efficace. Donc, on a toujours quelques magasins à nous, juste pour avoir un petit peu les mains dans la pâte, si on peut le dire, pour garder les pieds par terre. Hein. Donc, pour connaître le métier. Mais essentiellement, notre go-to-market, c'est par les franchisés. Et on a 140 franchisés. Hein. Ouais. Qui ont du coup à peu près 4 magasins chacun, on va dire. Ouais. Et quasiment tout le business est fait du coup en livraison ou à emporter. Il y a personne qui mange sur place. On a quelques points de vente sur place, mais ce n'est pas notre métier. Voilà. Je dirais, nous, c'est la livraison d'abord. Et puis, la vente à emporter, il y a des moments où la vente à emporter, c'est important. Les moments comme en ce moment où il y a un problème de pouvoir d'achat, les gens, souvent, ils se déplacent pour avoir un prix inférieur plutôt qu'avec la livraison. Mais on fait à peu près la moitié-moitié. Mais on doit avoir 5% sur place, mais pas plus que ça. Ce n'est pas notre métier. Ok. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que le modèle relationnel du coup de Domino's est particulier dans la mesure où le temps d'interaction avec le client, il est extrêmement court. Dans le cas d'une livraison, c'est le bonjour, voici la pizza, et avant, éventuellement, si on appelle pour commander. Et le à emporter, c'est je commande, je reste un peu sur place, ou alors je viens retirer ensuite. Mais c'est très court comme niveau. Oui, et de moins en moins de contacts humains. Quand j'ai commencé, on avait plein de téléphones, on répondait au téléphone, il n'y avait pas le commande en ligne. Aujourd'hui, à peu près 60% de notre business passe par le site, et en livraison, c'est plutôt 85-90% c'est fait en ligne. Donc, et le message qu'on passe au livreur, c'est de dire tu es l'ambassadeur de la marque. Le seul contact humain qu'il va avoir, c'est avec le livreur. S'il est bon, Domino's est bon. S'il est mauvais, Domino's est mauvais. Donc, il a vraiment ce rôle d'ambassadeur. Et le temps, comme tu dis, c'est court. Hein. Et là, vous avez une particularité parce que je pense que vous êtes un des seuls réseaux à être propriétaire, ou en tout cas de ne jamais sous-traiter la livraison. C'est toujours quelqu'un de Domino's qui livre. Oui. Même si on va sur des plateformes tiers, je crois que c'est toujours Domino's. Oui. Ça, c'est religion. Chez nous, on veut savoir qui livre. Parce qu'on peut les former, on peut les encourager, motiver. On parlera peut-être après. Et donc, autant que vous pouvez trouver Domino's sur les plateformes, des agrégateurs, la livraison est toujours faite par quelqu'un avec un uniforme et une formation Domino's. Ouais. Donc là, ce n'est pas discutable. Ouais. Et je pense que c'est un point important parce que beaucoup de retailers dans d'autres secteurs d'activité maintenant ont aussi une plus en plus grosse part de business qui est fait en livraison. Et c'est vrai que l'interaction qu'on a avec l'entreprise est potentiellement pas une personne de l'entreprise, ouais. Et donc on a quasiment zéro interaction finalement avec le... Et c'est là, c'est pour ça quand je dis c'est religion chez nous, c'est qu'on ne peut pas se permettre de ne pas savoir qui représente
cet ambassadeur qui va amener vos pizzas chez vous, si on donne ça à n'importe qui, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, on n'a aucun contrôle. Alors, s'il y a quelqu'un chez nous qui fait des bêtises ou qui n'est pas bien, on est au courant et on peut réagir, d'autant plus avec les retours qu'on a. Mais et dans l'autre sens, les encourager. Donc, pour cette raison-là, notre ADN, c'est la livraison. Et donc, ça, ce n'est pas négociable. Ouais. Donc, réseau de franchisés en croissance, grosse intensité concurrentielle, un temps de relation qui est très court. Donc, le moyen de faire la différence dans la relation, il est court. Donc, j'imagine qu'il faut former les équipes, qu'il faut les accompagner pour être les meilleurs sur les quelques secondes, parfois, d'interaction que vous avez avec eux. Oui, et je pense qu'il faut expliquer aussi qui travaille chez nous. Oui. Parce que c'est une particularité aussi. C'est que pour la vaste majorité des gens, ils sont à l'origine des amateurs. C'est des étudiants, vous avez peut-être parmi vous des enfants qui travaillent chez nous. On a un peu plus que 7000 personnes qui travaillent chez nous. Le moyen d'âge est autour de 20 ans. Et parfois, même le manager, il a 23, 24 ans. On a des franchisés, je crois, le plus jeune aujourd'hui a 25 ans. Okay? Donc, c'est quelque chose qui est, et quand j'étais franchisé, je disais souvent, on doit faire un travail de professionnel avec les amateurs. Alors, ils ont plein de bonne volonté. Si on choisit bien les gens, ils ont toute l'énergie de la jeunesse. Il y a tous les défauts de la jeunesse aussi, de savoir que 18h, c'est 18h et ce n'est pas à peu près 18h, etc., etc. Ils vont ranger les chaussures dans le vestiaire, c'est un autre sujet. Donc, il y a tout ce côté-là, mais aussi, si on les motive, ils sont pleins de passion et d'énergie et ils sont fiers de la marque. Et on peut les motiver pour faire les bonnes prestations avec les clients. Et c'est ça, le travail d'équipe. C'est pour ça qu'on a dans l'ADN, on a beaucoup de challenges. Et on aime les challenges, et les concours, etc., pour essayer de faire plus fort que l'autre ou battre des records, parce que c'est une façon de motiver l'équipe de vouloir bien travailler. J'ai été témoin de ça d'ailleurs, parce qu'on s'est vu la dernière fois, c'était chez TF1, où vous organisez les Domino's Live Show, qui sont des récompenses annuelles pour les franchisés. Et il y a des catégories, effectivement, auxquelles je ne m'attendais pas. La pizza qui est faite la plus rapidement, et je crois que c'est fait en, je sais pas, c'est 5 secondes. Oui, il y a des pizzas qui sont faites très vite. On peut faire en moins de 15 secondes. Ouais, on peut faire en moins d'une minute 3 pizzas avec garniture et tout. Donc, moins d'une minute, 3 pizzas. Ça, c'est voilà, donc, ça va vite. Mais oui, c'était l'ambiance. D'ailleurs, je dis juste que Nicolas m'a gentiment repris. C'est la première fois qu'on s'est vu. Il m'a dit que ma prononciation, que je massacrais le nom de sa société. Donc, on a eu des personnes là-dessus. Donc. Et depuis, je m'entraîne pour le dire parce que en anglais, j'ai tendance à mal prononcer. Donc, je ne vais pas beaucoup parler de la marque parce que je risque d'abîmer ses oreilles. Tu l'as dit gentiment. Ouais. Donc, du coup, il y a ce que tu disais, chaque pizzeria est une pizzeria locale. Mais quand on achète une pizza à Paris et une à Toulouse, elles ont quand même le même goût, la même consistance. Donc j'imagine qu'il y a des process derrière. Il y a une... Oui, c'est le principe même de la franchise. C'est-à-dire qu'on cherche à proposer le même produit. Si vous aimez une pizza savoyarde ou une reine de chez nous, que à Paris ou Toulouse, vous devez manger la même chose. Mais ça aussi, ça dépend de la formation des gens parce qu'ils sont tous faits sur place. Il faut stretcher la pâte, il faut mettre la bonne quantité de sauce, de champignons, etc. Donc, ça, c'est dans la formation. Mais l'idée, c'est d'avoir un service identique ou très, très similaire, comme toutes les franchises, notamment dans la restauration. Et donc, il y a des formations sur les process et sur le relationnel. Est-ce qu'il y a une formation qui est donnée aux équipes pour être meilleur dans l'interaction, dans le sourire, dans le bonjour? Enfin, comment on fait pour avoir une excellence relationnelle? Quand j'étais franchisé, j'étais un peu obsédé par le client. Et je faisais une présentation. Tout le monde qui arrivait dans mes magasins, je faisais une présentation et j'avais un slide avec une photo de plein de gens dans un magasin. Et mon discours était toujours de dire « j'adore ces gens ». Pourquoi? Alors les gens me regardent et disent « mais ils parlent de quoi ?» Et ce sont des clients. Et c'est les seuls gens qui nous donnent de l'argent. Tous les autres en prennent. Les impôts, le loyer, les taxes. Tout le monde prend de l'argent, sauf le client. Et lui, il donne. Donc, même s'ils sont un peu compliqués par moment, je les adore. J'étais entrepreneur et j'aimais les gens qui me donnaient de l'argent.
Et donc, j'ai fait 1000 fois cette présentation et je le fais encore au siège maintenant. Et donc, on avait besoin de travailler parce qu'à vrai dire, on perd beaucoup de clients. On a ce nous on appelle le leaky bucket. Le quoi, Le leaky bucket. Leaky bucket. Donc, c'est le container qu'on essaie de remplir avec de l'eau, mais il y a des trous. Et on n'arrive jamais à le remplir parce que l'eau coule. Ça, je pense que tout le monde l'a en plus. Hein. Enfin, on ne va pas se mentir. Là, Non, mais et chez nous, ça m'a toujours frustré, même quand on faisait un bon service, quand même, les clients, ils n'étaient pas forcément fidèles. Et donc, on essaie de boucher les trous aussi. On découvre le trou, de savoir de quoi il fait le trou et essaie de le réparer. Mais c'est une question humaine, donc la formation est essentiellement qui est faite en interne. On a des différents systèmes niveau magasin, niveau régional ou national en fonction du niveau des gens. Et on a fait un module service ces dernières années parce que la différenciation, on vend des pizzas, mais essentiellement on vend le service. Parce que la pizza, on trouve partout. Donc si notre service n'est pas meilleur que les autres, le produit est bon. Si vous ne l'avez pas goûté, je fais un petit peu, mais c'est pâtes fraîches, tomates bio, etc. Donc, vous pouvez y aller. Mais c'est bon quand c'est bien fait par les gens formés et aussi bien présenté par les gens qui ont envie d'être fiers de la marque. Et alors, du coup, comment vous écoutiez les clients avant qu'on installe Critiseur et comment ça a été ensuite déployé et accepté par ces franchisés qui sont aussi un peu leurs propres patrons. Donc, c'est pas toujours facile de leur dire bah, maintenant, il va falloir répondre à tous les clients et peut-être que vous avez donné le choix, mais tu n'as pas le choix. Oui, avant, c'était, comme je dis au début, c'était beaucoup par téléphone ou les gens qui venaient sur place. Donc, on avait un contact plus direct avec les gens. Et on a toujours dit qu'il fallait faire le geste commercial. Parce que d'offrir une pizza à quelqu'un qui a un problème, parce qu'il y a des problèmes, il y a un gros rush, il pleut, juste là que le match va commencer, on va être en retard. Hein. Donc, si on est en retard, on récupère le client. Donc, c'était fait en local. Et quand je suis arrivé au siège il y a 4 ans, il y avait Nicolas qui était notre directeur marketing. Et C'est pas moi, un autre Nicolas que tu connais. Et donc, j'ai demandé comment est-ce qu'on pouvait, avec l'âge de commande en ligne, comment on pouvait faire pour améliorer notre service client. Et c'était à ce moment-là, il a parlé de toi parce qu'il y a eu ce contact. Et c'était une solution pour amener le service client local un peu dans l'ère d'aujourd'hui et de demain pour récupérer plus d'informations sur plus de sources autour. Et dès la première fois que je l'ai vu, et ce n'est pas juste pour te flatter parce que je suis là, je dis tiens, ça, on tient vraiment quelque chose qui va changer beaucoup de choses chez nous. Parce que il y a des bons franchisés très bien de clients et les autres qui font l'autruche hein, et qui ne veulent pas penser qu'il y a un problème et qui disent de toute façon, ceux qui valent sont les emmerdeurs. Oui, mais c'est des clients qui donnent de l'argent. Hein, donc parfois ils sont un peu difficiles, mais ils prennent de l'argent quand même. Donc c'est quelque chose qu'il fallait faire en éducation. Et après, on a fait un programme d'introduction et il y a Mike qui est dans le public, qui est de notre équipe ici, qui a fait beaucoup de l'animation aussi. Parce qu'il fallait être très pédagogique pour expliquer aux clients, à nos propres franchisés, tout le bien que ça pouvait faire de savoir ce qu'ils pensent les clients. Et la surprise qu'ils ont eue, c'est qu'ils avaient beaucoup de gens qui disaient du bien. Et ça, c'était une surprise pour beaucoup. Parce qu'ils attendaient juste que les gens râlent. Et ils disaient, on est en France, on aime bien râler, donc on va voir que des gens qui ne sont pas contents. Et finalement, et c'est un point que j'insiste beaucoup, c'est que pour moi, l'outil est une vraie source de motivation. C'était mentionné pour Miko, mais je confirme complètement que de pouvoir dire à un jeune livreur, tiens, félicitations, tu as eu des super notes sur le truc. J'avais débarqué dans un de nos magasins quand j'étais franchisé. C'était avant, mais on appliquait un système de récompense pour les livreurs. Et j'avais eu la photo, je ne connaissais pas tout le monde parce qu'on avait quelques centaines. Et donc j'ai eu la photo et je débarque pour voir ce type, pour le féliciter. Et je reconnais sur la photo et je dis, ah, mais tiens, c'est toi que je viens de voir. Le pauvre, il pensait que j'allais le virer. Et j'ai dit bravo, et j'avais fait un gros chèque, 50 €, je crois. Et je l'ai félicité pour dire bravo, les clients aiment bien ce que tu fais.
Et bien sûr, on a utilisé ça, on a mis les photos dans tous les magasins pour expliquer aux gens. Non, voilà, ça amène quelque chose d'être bon et de faire attention aux clients. Et c'est le message aussi qu'on essaie de faire à niveau réseau maintenant. Ouais. Ça, tu touches à un point important, je pense, c'est le management du réseau ne se gère pas avec des moyennes. Il faut trouver les tops, les flops, et faire que l'un s'inspire des tops pour essayer de les tirer vers le haut. Mais c'est pas facile de prendre ceux qui sont en bas parce qu'ils sont pas d'accord, parce qu'ils veulent pas. Comment on fait pour prendre un franchisé qui dit non mais moi les clients je les connais, je veux pas les écouter? L'avantage d'être un ancien franchisé, c'est qu'on sait un peu comment ça marche. Donc, mais effectivement, tu as raison. Une des frustrations qu'on peut avoir quand j'ai un réseau de franchise, c'est qu'il faut convaincre les gens. On ne peut pas dire aux gens il faut. Si on va peut-être dans les magasins Carrefour, Migros ou autres, on va dire il faut. Nous, le franchisé, c'est un indépendant. Il est entrepreneur. Et notamment, si son business va bien, on a plus de mal à le convaincre que si son business va moins bien, à vrai dire. Parce qu'il y en a qui prennent un peu la grosse tête un peu vite quand ça marche. Donc, on doit les convaincre et on doit voir les exemples des autres franchisés qui parlent ou qui les convainquent parce que le message entre franchisés, et c'est pour ça qu'on fait les mises en scène comme on a fait chez TF1 l'autre jour, ou les concours qu'on a fait, que Mike a animé et qu'on a montré à tout le monde, c'est aussi cette idée de challenge, c'est de dire je peux être aussi bien pour lui ou il ne va pas être mieux que moi, c'est souvent ça aussi. Donc c'est sain comme concurrence, mais on doit convaincre. Aujourd'hui, on a seulement 3/4 des magasins sur Cotiza. On a bien dit, c'est bon. Ouais. Et ça, c'est une frustration. Parce que, mince, et je suis allé voir la semaine dernière un de nos franchisés, c'est un très franchisé depuis longtemps, un de nos plus gros magasins. Et je fais un petit check avant d'y aller avec les gens des OP. Et il n'est pas sur Cotiza. Et je dis, Alex, tu fais quoi? Tu n'es pas dessus. Oh, mais non, je prends les gens au téléphone, tu sais. À l'époque, mais pas maintenant. Donc, on a vendu le principe sous la visite. Ah oui, quand même. Je dis, mais tu vas. Il a dit, les gens vont aller. Je dis, mais tu vas voir, tu fais un bon service, tu réussis bien, donc tu vas voir plein de positifs. Et je crois qu'après, on a vérifié, je crois qu'il avait plus de positifs que de négatifs et beaucoup de choses qui étaient couvertes. Mais bon, il faut convaincre et c'est vraiment quoi les arguments qui convainquent Alex, par exemple? C'est le business, c'est plus de chiffre d'affaires, c'est de perdre moins de clients, c'est des choses comme ça? Oui, non, mais il déclare prendre soin de ses clients, mais il était encore avec les outils d'hier. Et il fallait le amener sur le moderne, entre guillemets, de comment est-ce qu'on parle aujourd'hui aux clients. Et après, il va le faire parce qu'il fait du bon Domino's. C'est un type qui travaille bien. Mais bon, il faut chaque fois aller taper à la porte pour le faire. En tout cas, il y a une vraie culture de challenge chez vous. Et effectivement, c'est quelque chose qui marche très bien, de créer de l'émulation en interne. Vous diffusez tous les mois sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux un vainqueur, donc le restaurant qui a le meilleur niveau de satisfaction, qui permet de donner l'exemple. Vous avez pas mal d'autres challenges qui sont en interne, qui permettent de créer cette émulation. Je pense que c'est un vrai modèle de management. Oui, et c'est aussi par rapport au profil des gens qui travaillent chez nous. Il y a beaucoup de gens qui sont soit les managers ou les franchisés. C'est pour pas mal qui étaient souvent un peu en échec scolaire. On n'a pas besoin d'être prix Nobel pour faire des pizzas chez nous. Chaque geste est simple. Après, l'ensemble, c'est compliqué de le faire bien. Et donc, je dirais, pour des gens, et aussi parfois dans les équipes, l'idée de réussir, c'est très important dans la motivation des gens. Il y a une époque où on n'a pas assez de monde, on veut garder les gens, la motivation est de plus en plus importante. Et on parle beaucoup avec le réseau en ce moment sur les difficultés d'avoir et de garder des gens et l'importance de motivation et ce genre de choses, les challenges de dire on a gagné, on remet les prix, c'est vrai, c'est une culture un petit peu peut-être plus anglo-saxon-américaine par moment, mais je peux dire ça marche avec la population qu'on a qui est très jeune et ils aiment bien ça. Ouais. Et c'est aussi profondément dans la culture, parce qu'il y a une histoire avec le fondateur de Domino's qui avait fait un challenge et qui a donné sa Rolex. Oui. Au vainqueur du challenge, je crois. C'est ça qui. Oui, c'est une culture et on donne encore des Rolex. Donc, j'étais surpris. Il y a eu des Rolex donnés. Non, c'était Tom Bonan qui, une fois, avec un franchisé aux États-Unis, et Tom Bonan avait un Rolex sous la main.
moi, j'ai un Swatch parce que j'ai gagné 7 Rolex, mais j'ai donné à mes managers. Donc, mais j'ai pas peur de me le faire piquer. Donc, voilà. Mais et donc, le franchisé a dit, mais Tom, qu'est-ce que je dois faire pour avoir ta montre? Et Tom Monin a répondu, mais il faut faire $20,000 dans la semaine. Ils ont serré la main. Et je crois 1 mois plus tard, le mec a fait $20,000. Et donc, Monin a tenu parole, il a donné le Rolex. Et depuis, c'est l'ultime prix chez nous. Se fait sur un certain nombre de semaines. Le chiffre d'affaires qui est demandé, ça change chaque année. On présente un Rolex sous le bracelet et le logo Domino's. Et c'est une tradition qui existe encore aujourd'hui. Ouais. Et on sent, quand on gagne la récompense, ça représente quelque chose. Au-delà de la Rolex, il y a un symbole, il y a une fierté, une fierté qui va forte. avec, parce que le Rolex, c'est à peu près 1,5% des magasins qui vont en avoir. Donc c'est vraiment le top du top. Donc les gens qui arrivent avec le Rolex, bon, il le ramène un peu. Donc on l'a dit, c'est un secteur concurrentiel où il y a peu de relations, en tout cas les courtes, donc le franchisé a un rôle particulier à jouer. On parle du franchisé, est-ce qu'au niveau du siège, il y a des habitudes qui ont été mises en place pour soutenir les franchisés, pour les encourager? On parlait des challenges, mais est-ce qu'il y a d'autres routines que vous avez, vous, au niveau du siège? Oui, on a des suivis, des chiffres et régulièrement quand on fait depuis Covid, on fait souvent des Zooms, sinon des réunions régionales, où on présente les résultats de tous les différents critères. C'est tous les combien? Tous les mois? Nous, on fait tous les 15 jours les calls avec les franchisés. Ce n'est pas chaque call qu'on donne tous les chiffres, mais on donne les chiffres et on a vu avec l'évolution, et tu vois dans les chiffres, on est en amélioration sur quasiment tous les critères parce que les gens commencent à voir que c'est vraiment facile à utiliser, que c'est rapide. Après, on doit parfois les aider aussi, et ça c'est le siège qu'on aide parfois avec le contenu. Parce que parfois, les fautes d'autographe et autres sur les réponses, parce que tout le monde n'a pas fait des années d'études, donc on doit les aider aussi parfois avec juste l'autographe, on donne certains types de réponses. On les coach aussi sur la manière de répondre, il ne faut pas s'énerver parce que quelqu'un dit qu'on était mauvais. Donc oui, il y a la formation qui est faite, et puis sur le terrain, les gens qui sont en contact essaient de coacher chacun à sa manière. Mais ce qui est plaisant de voir, c'est que les gens comprennent de plus en plus. Mais comme je dis, dans un réseau franchise, il faut être à la fois patient et impatient. Impatient, on veut avancer, mais il faut avoir la passion de construire et que les gens l'adoptent par eux-mêmes, comme c'était dit dans le cas du micro. Les gens, s'ils l'adoptent, c'est facile parce qu'après, ils le font. Si c'est dire tout le temps forcé, on va mettre beaucoup d'efforts pour avoir un résultat qui est moins bien. Okay. Et oui, ça fait 2 ans qu'on est lancé maintenant, et il reste effectivement encore d'une part du réseau qu'il faut convaincre. Donc ça prend du temps, il faut de la patience. Oui, je ne suis pas très patient par nature, mais c'est un travail de sape, hein, mais je dirais on y arrive. Et je vais juste faire un petit cocorico aussi, parce qu'on a quand même convaincu les autres marchés qui sont dans notre partie de Domino's. Domino's, c'est 18 000 points de vente dans le monde. Nous, on a à peu près 3 000. Donc, notre siège est en Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, et puis en Europe, Pays-Bas, Belgique, Allemagne, France, Luxembourg, Danemark. Et donc, on a présenté l'outil Critiza, et c'était adopté dans le groupe parce qu'à niveau international, ils ont trouvé que l'outil était vraiment très, très bien fait, et donc ils voulaient l'utiliser dans les autres pays, et c'était adopté un petit peu partout. Je ne sais pas si tu veux dire un mot. Dans 9 pays, effectivement, Australie, Nouvelle-Zélande, on s'en souvient, puisqu'on avait personne sur la zone, donc Sébastien qui est dans la salle se levait très 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 tôt le matin pour faire ses calls avec des gens qui étaient très tard chez eux. Ouais. C'était étonnant comme lancement, mais c'était une bonne expérience. Et effectivement, tous les pays d'Europe. Et c'est pour nous des moyens de s'étendre et puis de comprendre aussi les différences culturelles entre les pays. Et un autre cocorico, c'est que la France, je ne donnerai pas le classement, mais vous êtes plutôt bien dans le classement des 9 pays. Hein. Oui, ça vient, mais ce n'est pas encore assez. Ouais, mais ça vient, mais on voit aussi que les Japonais répondent différemment que les Français. Ils sont un peu compliqués, ils sont exigeants. Hein. Ouais.
Tu parlais tout à l'heure des fautes d'orthographe, des risques sur les marques, etc. Avec le recul là, que tu as, et c'est une question parfois on se pose quand on veut se lancer, le bénéfice-risque en disant ok, je donne la main au franchisé, mais je prends le risque qu'il y ait des réponses qui ne soient pas forcément formulées, etc. Est-ce qu'il vaut le coup d'y aller comment tu vois les choses avec le recul? Oui, sans hésitation, oui. Je veux dire, on voit qu'on arrive à retenir des pourcentages très élevés des clients et on croit fermement que de faire le geste commercial et de reconnaître rapidement l'erreur, parce qu'il va en avoir, il n'y a pas question là-dessus. Les fautes d'orthographe et d'autres, c'est relativement minime, mais on essaie de limiter où ça arrive. C'est pas dramatique. Je préfère que quelqu'un réponde avec une faute d'orthographe que pas répondre à un client. Donc, tout est relatif. On est bien d'accord. Effectivement, tu parlais du taux de clients reconquis, c'est 65% chez vous de clients mécontents qui décident de revenir malgré une insatisfaction. Certains packs business, il se ressent derrière. Enfin, tu parlais du panier percé et du risque du coup des clients qui s'en vont. Vous arrivez à le mesurer? C'est pas faussement facile à mesurer directement. On arrive à suivre, parce que si on a les chiffres, c'est qu'on arrive à suivre. Mais je pense aussi à une question de croyance. La relation client, c'est quelque chose qui construit dans le temps. Et il faut y croire, il faut que ça vienne d'en haut. Moi, j'embête tout le monde avec l'histoire de service client et je ne m'excuse pas parce que je pense que c'est mon job aussi de faire ça. Et les gens peuvent penser que c'est que des promos, etc., qui font que les gens achètent. Non, c'est les clients qui décident. Il a un grand choix, et pas que des pistes, c'est tous les autres choix qui peuvent se présenter. Et à nous d'être bons. Donc, et je pense que ça doit être dans la culture de l'entreprise. Et le job tous les jours, c'est de convaincre tout le monde que ce n'est pas quelque chose que je fais si j'ai 5 minutes, c'est quelque chose qui est tous les jours et que ça me préoccupe. Et j'écoute. Et comme c'est expliqué tout à l'heure, on apprend des choses. Quand on regarde ce qu'ils disent les clients, on comprend d'où on a besoin de travailler, parfois en local, mais aussi en national. Obsession de tous les jours, ça vient d'en haut, la répétition. Je pense que c'est des mots qu'on a entendus avant et qui se répètent là et qui sont, je pense, qui donnent des recettes pour réussir. Merci beaucoup Andrew pour ces clés que tu nous donnes. On va laisser le micro peut-être à des gens dans la salle qui ont des questions sur Domino's, la manière dont les choses ont été mises en place, sur le changement culturel. Est-ce que vous avez des questions? Oui, bonjour, Karim Dali, donc de la FNAC. J'ai une question. On a beaucoup parlé ce matin pardon, d'influence, de management, de stratégie. Et il y a quelque chose qui me frappe dans ce que vous dites qui est extrêmement intéressant, puisque moi, je manage un parc de 200 magasins dont la moitié sont des franchisés. Et vous avez dit quelque chose, au fond, de très juste. Voilà, quand on a une stratégie, il suffit de l'asseoir, portée par le middle management, conduire le changement. Et vous avez dit quelque chose de très juste. Quand on gère un réseau de franchisés, l'approche est un peu différente. La stratégie est probablement différente parce qu'on a en face donc, des entrepreneurs. Ce sont aussi des ambassadeurs de la marque. Ils représentent aussi dans le local l'image de marque donc, de l'entreprise. Et comment on fait et quelles sont les recettes, les 2-3 recettes pour... Alors j'ai vu que vous avez encore 75% de votre parc avec la solution Critizer et que vous avez bataillé pour embarquer donc un 76e franchisé. Donc quels sont les éléments clés au fond pour conduire le changement, asseoir la stratégie d'un groupe, d'une marque dans un réseau de franchisés? Je pense, et je ne sais pas chez vous, mais la chance qu'on a, c'est que nos franchisés, en vaste majorité, sont très fiers de la marque. Et ils adorent cette marque. Ils sont très attachés. Et donc, c'est aussi... Je plaisantais l'autre jour que le prochain poste dans le leadership team qu'on va prendre, c'est un psychologue. Hein, parce qu'il faut vraiment essayer de se mettre dans la tête des franchisés. Et c'est pour ça que la politique chez nous, c'est d'essayer d'avoir un franchisé en CEO pour essayer de comprendre la mentalité. Et je pense que les responsabiliser et les rendre fiers de leur marque, ça touche les gens. L'autre chose, c'est que pour les gens qui vendent les jeunes, il faut que ça soit complètement normal, imposé dès le début. Parce que comme il y a des jeunes qui arrivent,
On ne va pas laisser rentrer et pas avoir un support qui marche. Donc là, on peut imposer un peu plus pour les gens qui arrivent. Pour les gens qui sont là depuis 20 ans, c'est les convaincre. Mais ces gens-là sont tellement fiers de la marque. Bon, parfois, ils pensent qu'ils ont inventé la marque. Vous avez peut-être la même chose chez vous. Mais il faut les convaincre que c'est un peu leur idée. Si c'est imposer du siège, même si c'est un ancien franchisé, il est un peu douteux parce que maintenant, il poste au siège. Je pense qu'il faut le plus possible essayer de faire que c'est leur idée et que comment ça va augmenter leur business. Eux, ce qu'ils regardent, c'est leur EBITDA. Donc, si ce système va aider leur EBITDA, ils vont être beaucoup plus attentifs que s'ils pensent que c'est le siège qui impose ça parce que c'est énorme. Et donc, je pense, pour moi, encore une fois, je partage l'expérience, je n'ai pas de conseils, mais avant tout, c'est ça pour moi. Et bon courage, c'est pas facile tous les jours. Hein. Et pour donner quelques chiffres, c'est sur les 75% de magasins qui donc sont actifs, c'est 300 000 interactions par an. Donc c'est un nombre conséquent d'échanges. Et chaque échange, je pense, c'est une occasion de se reconnecter aux clients, de se reconnecter aux priorités, et donc de garder ça en haut de la pyramide. Peut-être une dernière question s'il y en a une. Après, on va se diriger vers le buffet repas. Carmel Diaz, toujours chez Carrefour. J'ai une question. En fait, chez Carrefour, pour le coup, on est en train de franchiser vraiment nos parcs. On a nos formats de proximité, Carrefour City, Contact, etc., qui sont un parc quasiment à 100% franchisé. On avance sur les hypermarchés et en supermarché, pour ce qui me concerne, on est à 70% de franchisés. Justement, ma question, elle continue aussi dans la logique de la personne de la FNAC. C'est vraiment, est-ce que vous êtes posé la question à un moment donné d'avoir une incentive financière vis-à-vis de vos franchisés sur leur niveau de NPS? Bonne question. C'est une très bonne question. Oui, bien sûr, on pose plein de questions sur les choses. Moi, personnellement, je ne suis pas favorable. Parce que ça, c'est le job. C'est le quotidien de faire ça. Alors, on a fait des concours et des choses ponctuelles, mais de dire, je te paye si tu fais ton job, et après tu me dis que tu veux être entrepreneur indépendant, pour moi, je ne suis pas là-dessus. Moi, ce que je peux donner un incentive, c'est sur le chiffre d'affaires, parce que ça m'amène de l'argent. Hein. Sur le chiffre d'affaires, et le chiffre d'affaires, si tu veux faire le chiffre d'affaires, avoir le Rolex et tout le reste, mais l'NPS, ça fait partie intégrale de ton job avec les clients. Parce que si tu ne le fais pas, tu n'as pas tes clients. Donc, mon discours, c'est plus de dire, c'est un élément de la réussite pour réussir les ventes, plutôt que dire c'est un objectif en soi. C'est un outil, comme peut être les heures d'ouverture, comme peut être les promotions, les prix, le service de livraison ou autre. C'est un des éléments, mais avant, je pense que c'était parfois vu comme quelque chose à part. Aujourd'hui, c'est dans le business model. Et nous, notre job, c'est d'augmenter le chiffre d'affaires et pas de marché. Et c'est un outil de travail. C'est mon avis et c'est comme ça on le voit chez nous. Et en complétant avec ce qu'on a pu voir ailleurs, on parlait de la brique et culture qui est extrêmement importante. Le danger parfois en mettant des bonus sur le NPS, c'est de changer un peu le sens de ce NPS et de le mettre à un niveau qui n'est pas forcément le bon. Et on entre dans des démarches que vous avez certainement pu voir où on trouve des magasins, des affiches en disant si vous ne mettez pas 9 ou 10, c'est pas bon pour nous. C'est pas la démarche. Le but, c'est que les clients parlent. S'ils mettent 8, c'est pas un problème. Le but, c'est qu'ils vous parlent, que vous échangiez. Donc, il ne faut pas pousser les équipes forcément à faire une course au NPS le plus haut. Il faut faire une course au maximum d'interactions, au maximum d'échanges. Et surtout, chaque client compte et donc doit avoir une réponse. Merci beaucoup, Andrew, d'être venu parmi nous. Merci tout le monde. Merci.